Festival Haut les Beaux Jours, 3e édition, 28 mai, 2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. Complicità letteraria, rencontre avec les écrivains Silvia Avallone et Daniel Pénac. Traduction de l'italien Valentine Leys. Enregistré en public à la Criée, Théâtre National de Marseille. Bonjour à tous. Je vous présente Silvia Avallone. Et je vous présente l'œuvre de Silvia Avallone. Alors, Silvia est pour moi une des quelques rencontres littéraires que j'ai fait dans les 10 ou 15 dernières années, les coups de foudre absolus à la lecture. Il y avait entre autres Magda Szabo pour La Porte. Il y a eu en italien Moresco, dont vous pouvez lire les livres chez Verdier. Peut-être certains connaissent-ils déjà La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Et puis il y a eu Silvia, le jour où j'ai lu Acciaio. Alors, le voilà, Acciaio. Ce qui caractérise, une des choses qui caractérise Silvia, c'est que sa langue résiste à la traduction. Il y a dans son style quelque chose que n'entame pas la traduction. Ce n'est pas si fréquent. Ça arrive avec Calvino, par exemple, on n'entame pas le style de Calvino. Ça arrive avec Eri De Luca, dont le style aussi traverse les traductions. Dès qu'on ouvre une page d'Eri De Luca, on est dans sa langue, pas seulement dans son livre. Et chez Silvia, c'est pareil. La prodigieuse énergie de son écriture traverse absolument toutes les traductions. Je suis persuadé que si on la lit en suédois, on est dans la... Alors j'ai décidé de vous en lire quelques passages. En particulier, voilà, par exemple, Dacier, qui est le premier roman d'elle qui a été publié en France, et qui est ça a été ça, l'objet de mon coup de foudre. C'est un chef-d'œuvre absolu qui raconte en gros la traversée de l'adolescence par deux gamines de Piombino, à l'époque où la sidérurgie va disparaître de l'Italie en général et de Piombino en particulier. Et les gamines traversent leur adolescence dans le même temps que la société traverse cette crise qui va avoir des conséquences terribles. Et voilà la première page. Dans le cercle flou de la lentille, la silhouette bougeait à peine, sans tête. Une portion de peau zoomée à contre-jour. Ce corps, d'une année sur l'autre, avait changé peu à peu sous les vêtements. Et maintenant, il explosait dans les jumelles et dans l'été. De loin, l'œil grignotait les détails. La bride du maillot, le triangle du bas, un filament d'algues sur la hanche, les muscles tendus au-dessus du genou, la courbe du mollet, la cheville, où le sable colle. L'œil s'ouvrait plus grand, devenait rouge à sonder cette lentille. Le corps adolescent bondit hors champ et se jeta dans l'eau. Un instant après, objectif repositionné, mise au point faite, le corps reparut avec cette chevelure blonde magnifique et ce rire si violent que même à cette distance, même juste à le voir, ça t'électrisait. Comme si tu y pénétrais réellement entre ses dents blanches.
Et les fossettes sur les joues et la cavité entre les omoplates et le creux du nombril et tout le reste. Elle s'amusait, comme à son âge, ignorant qu'on l'observait. Sa bouche était ouverte. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Et à qui? Elle piqua une tête dans une vague, émergea de l'eau, le soutien-gorge tout de travers, une piqûre de moustique sur l'épaule. La pupille de l'homme se rétrécissait, puis se dilatait, comme sous l'effet d'une drogue. Enrico regardait sa fille. Voilà le début. Question. Alors, il y a des milliards. Le problème, c'est qu'il y a des milliards de questions. Dans un autre de tes livres, le Sphinx, le Lynx, dont je lirai un passage tout à l'heure, on demande au Lynx pourquoi il est cambrioleur, voleur. Et il répond, c'est un type simple, hein, il a des métaphores simples, et il répond parce que j'ai un lynx dans le sang. Et du point de vue de l'écriture, de ton écriture à toi, la question c'est qu'est-ce que c'est que ce lynx que tu as toi dans le sang? Merci. Merci Daniel, merci vous per essere qui così numerosi. Merci d'être venus si nombreux. Io credo a tutto quello che dice e scrive Daniel Pennac, tranne quando parla di me. Je crois tout ce que dit et tout ce qu'écrit Daniel Pennac, y compris quand il parle de moi. Infatti, quando ho scritto... Sauf quand il parle de moi. Oui, mais ça voulait dire y compris. Quando ho scritto La Lince, pensavo che fosse bruttissima, che fosse un racconto non riuscito dal mio punto di vista. Poi è arrivato Daniel Pennac e ha detto è meraviglioso. Allora io l'ho riletto, ho detto bah, forse non è male. En fait, quand j'ai écrit Le Lynx, c'était au départ, je trouvais cette histoire complètement ratée. C'était une nouvelle et j'avais l'impression que j'avais pas bien réussi. Et sur ce, Daniel Pennac a lu le texte et a déclaré que c'était un texte merveilleux. Et donc moi, je l'ai relu. Je me suis dit ah bon, c'est peut-être pas mal après tout. Infatti il merito della Lince in realtà non è mio, ma di un carcerato che ho conosciuto a San Vittore, è un carcere di Milano, e lui mi ha raccontato che per quanto fosse pentito di aver rubato tutta la vita, però lui quando rubava si sentiva vivo, si sentiva una lince. Et cette histoire en fait du lynx, elle me vient d'un homme que j'ai rencontré dans une prison à San Vittore à Milan. C'était un homme qui m'avait raconté que même s'il regrettait les vols qu'il avait commis pendant toute sa vie et les crimes qu'il avait commis, quand il commettait ces vols, il se sentait vivant et il se sentait comme un lynx. E a me piaceva quest'uomo perché da una parte non voleva essere la lince, voleva essere un uomo nuovo, diverso, ma dall'altra non poteva fare a meno di essere anche la lince. E io ho voluto regalargli la possibilità, dentro un racconto, come accade sempre in un libro, l'opportunità di essere anche altro da sé, di arrivare in un autogrill e fare un incontro che lo libera dal suo destino. È questa libertà che mi piace scrivendo. Est-ce que vous la voyez, l'énergie? Et donc cet homme m'avait beaucoup plu parce que c'était un homme qui ne voulait pas être un lynx. Il ne voulait pas être un lynx, il voulait changer, il voulait devenir un homme nouveau, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce lynx. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire avec cette nouvelle, c'était offrir à cet homme la possibilité de devenir quelque chose d'autre, de faire cette rencontre dans un resto-route sur l'autoroute qui va le libérer de son destin et lui permettre de devenir quelque chose d'autre. Oui, mais alors, la question, c'est le lynx en toi. Est-ce que, par exemple, avec cette énergie incroyable, qu'est-ce que tu voles à la réalité? Qu'est-ce que tu arraches à la réalité?
Sei terribile. Tu es terrible. Io in realtà ti cito sempre in queste domande perché tu hai detto che si legge, e secondo me si scrive anche, contro, non per qualcosa, ma contro. E io ogni volta che apro un libro o inizio un libro, io ce l'ho con qualcosa, ce l'ho con qualcuno. Per me scrivere è sempre un atto di ribellione nei confronti della realtà, di tutti i problemi della società. Io mi affaccio alla finestra e mi arrabbio. E a quel punto comincio a scrivere. Je me mets à la fenêtre et en rogne. Je cite souvent cette citation de Daniel qui dit qu'on lit, et donc pour moi par extension aussi on écrit contre quelque chose. On n'écrit pas pour quelque chose mais contre quelque chose. Et donc pour moi quand j'ouvre un livre, quand je commence à écrire un livre, c'est toujours parce que je suis en colère contre quelque chose. Pour moi, ça veut dire que l'écriture est un acte de rébellion contre la réalité, contre la société. Et donc pour moi c'est une manière d'ouvrir la fenêtre et de me mettre en rogne, de me mettre en colère et de crier ma colère. Passage du lynx. Il faisait un froid de canard, sûrement -2 ou -3. Piero descendit en manche de chemise, sa croix bien en vue sur son torse, parce qu'il croyait en Jésus-Christ, lui, et à la Vierge Marie, mais pas en Dieu. Dès l'entrée, une bouffée de chaleur écœurante le saisit et il fut frappé par la silhouette fatiguée de la caissière. Dans la cinquantaine. La vue de tous ces rayons remplis de chips, de bonbons, de dentifrice et d'arbres magiques le mit aussitôt en joie, comme une dose d'enfête. Piero aimait l'abondance, la voir étinceler, constater sa présence. Il était heureux que des endroits comme celui-ci existent, perdus et sans défense, mais bourrés à craquer de choses faciles à attraper, à emporter, à glisser dans sa poche, d'un geste vif et précis. Sa carrière avait commencé à l'école primaire, dans les supermarchés. Piero connaissait la fatigue du visage absent des caissières, dissimulé sous le maquillage. Ensuite, il était passé au cambriolage. Voilà, alors, autre chose. Là, je vais te citer des prénoms, qui sont les prénoms de tes personnages. Piero, Andrea, Anna, Francesca, Cristiano, Alessio, Mattia, Marina, Andrea, Adele, Dora, Zeno. Je te demande de les considérer tous ensemble comme une tribu. Qu'est-ce que c'est que cette tribu? Fai delle domande difficilissime che nessuno mi ha mai fatto. Oui, mais tu as le droit de ne pas répondre aussi. No. C'est des questions vraiment difficiles qu'on ne m'a jamais posées, tout ça. In effetti hai ragione. Sono tutti membri della stessa tribù, che per me sono gli abitanti della geografia dell'abbandono, che è una geografia che secondo me è molto importante soprattutto in questo tempo, perché le periferie, le province lasciate a loro stesse, senza soldi ma anche senza parole per raccontarsi, senza parole per immaginare una vita diversa dal destino di abbandono che stanno vivendo, sono i luoghi in cui il presente si sta decidendo. Loro sono arrabbiati e io ho cercato appunto di salvarli, di dare un po' di luce nei miei romanzi, proprio perché nella realtà, nell'attualità, sono un po' al buio, sono completamente ignorati. En fait, tu as peut-être raison, ces personnages, ils appartiennent tous à la même tribu, que j'appellerais la tribu, ils habitent la géographie de l'abandon. C'est les habitants de l'abandon. Et c'est très important pour moi dans mes romans, cette notion. J'aime bien raconter des histoires de gens qui vivent dans les banlieues, dans les provinces, des gens qui sont dépourvus non seulement d'argent, mais aussi de mots. Ils n'ont pas les mots pour se raconter, pour imaginer une vie différente. Et ce sont des lieux
dans lesquels les gens n'ont pas les outils pour décider de leur propre vie, et des lieux de colère. Et c'est aussi les lieux où est en train de se jouer le présent d'aujourd'hui. Et donc moi, ce que je veux, c'est sauver ces gens qui habitent ces lieux d'abandon, leur donner une lumière, les sortir de l'obscurité dans laquelle ils vivent, parce qu'ils sont ignorés de tous. Pour rester un peu sur le plan social, alors, il y a évidemment sur le plan social des tas de choses, des tas de questions à te poser. La première chose qui est frappante quand on lit ton travail, c'est la maturité politique. C'est-à-dire qu'il y a une précocité politique incroyable, déjà dans le Lynx, déjà pour vous situer les âges, une des raisons aussi de mon affection inconditionnelle pour Sylvia, c'est qu'elle est née l'année de la sortie du premier Malocène. Alors ça crée des liens tribaux. Et oui, d'où vient cette acuité politique chez toi? À partir de quand? Comment est-ce que ça commence? C'est quoi le début de l'aventure du regard politique? Io ti rispondo, ma poi tu rispondi alla stessa domanda. D'accord. D'accordo. Alors je vais te répondre, mais ensuite toi tu répondras à la même question. Io ricordo nel 2001, io avevo 17 anni, e ho seguito, non potevo votare, ma ho seguito le elezioni. Vinse Berlusconi, fu l'inizio della grande carriera politica vera e propria di Berlusconi, e io mi sono sentita tirata in causa. Ho iniziato a partecipare con quelle elezioni, pur restando esclusa, e però ho capito che il mio bagaglio politico non dovevo farmelo, ce l'avevo già, perché era Verga, era De Roberto, era Dostoevsky, era Balzac. Io conoscevo già tutti i vinti della storia che dovevo difendere e a cui mi sentivo di appartenere. Ero una ragazzina che stava a Piombino e stava lì tagliata fuori. Là c'erano le torri gemelle che crollavano e qui c'era un'acciaieria in crisi. La storia con la S maiuscola e le storie con la S minuscola. Io stavo dalla parte delle storie con la S minuscola e dovevo prendermene cura attraverso la letteratura che è già un fatto politico. Alors, tout ça, je me souviens en 2001, quand j'avais 17 ans, donc je n'avais pas encore le droit de vote, et il y a eu les élections qui ont eu lieu en Italie, et c'est les élections que Berlusconi a remportées, qui ont marqué le début de sa grande carrière politique. Je me rappelle que je m'étais complètement passionnée pour cette élection, et j'avais vraiment participé à tout le processus, même si j'en étais exclue puisque je n'avais pas l'âge de voter. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon bagage politique, ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin d'acquérir, c'était quelque chose que je possédais déjà, du fait de tous les livres que j'avais lus de Varga, de De Roberto, de Dostoïevski, de Balzac, tous ces gens qui racontent les histoires des perdants, des vaincus, des histoires de gens à défendre et des gens auxquels j'avais l'impression d'appartenir. Et donc, en 2001, j'ai vu se passer en parallèle à la fois l'attaque des Twin Towers, des tours jumelles à New York, et en parallèle la fermeture des aciéries dans ma région. Donc d'un côté l'histoire avec un grand H, de l'autre côté l'histoire avec un petit H. Et finalement, moi je me suis toujours sentie du côté de l'histoire des gens, l'histoire avec un petit H, les gens dont je sentais le besoin de prendre soin, de m'occuper. Et donc la littérature, en ce qu'elle raconte ces histoires-là, est un acte politique. Avant que tu me poses ta question, non mais c'est une très rapide. Comment s'est passée la rencontre avec Dostoïevski, la rencontre avec Balzac, la rencontre? Ça s'est passé comment? À quel âge? Parce que déjà, on redescend, on passe de 23 ans, l'âge auquel tu publies chez nous Acciaio, mais on arrive à ton bagage culturel littéraire à 17 ans, on trouve Dostoïevski, Balzac, etc. Quand est-ce qu'a commencé
cet appétit de lecture et surtout cette faculté d'assimilation de ce que tu lisais? C'è un battesimo antichissimo che ha a che vedere con mia nonna e anche con mia mamma, che leggevano continuamente quando io ero molto piccola e non giocavano con me. Io mi sentivo esclusa e sola e odiavo i libri perché mi portavano via le mie donne, ma nello stesso tempo mi chiedevo cosa diavolo c'è in quegli oggetti per rapire le persone che più mi vogliono bene, e passavo questi pomeriggi da sola a guardare loro rapite. Le premier baptême le plus ancien, ça remonte, je pense, à ma grand-mère et à ma mère, que je voyais quand j'étais toute petite, je les voyais lire en permanence. Voilà, donc elles ne jouaient pas avec moi et moi je restais toute seule et j'étais en colère et je détestais ces livres qui me volaient les femmes autour de moi. Je me disais mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces trucs pour qu'ils puissent me voler les personnes qui m'aiment autour de moi. Et donc je passais des après-midi entières toute seule à regarder lire ma mère et ma grand-mère. E quando durante l'adolescenza mi sono di nuovo sentita molto sola, perché non sapevo chi ero, cosa volevo fare, stavo a Piombino, giravo col motorino da sola d'inverno lungo le spiagge, mi annoiavo terribilmente. C'era una sola libreria e c'erano solo classici, questi economici, Dostoevskij, Balzac, e io mi sono aggrappata a loro disperatamente, chiedendo di portarmi via da lì, e loro mi hanno davvero portato via da lì. Infatti se poi sono partita, ho deciso di studiare, è grazie a Balzac e Dostoevskij. Et ensuite, quand j'étais adolescente, j'ai eu encore une fois une période où j'étais très seule, où j'avais rien à faire et où je ne savais pas quoi faire de ma vie, où je m'ennuyais. Et donc, je passais mes journées à Piombino sur ma petite mobilette, mon petit scooter, à faire des tours le long de la plage déserte l'hiver. Il y avait vraiment rien à faire et je m'ennuyais à mourir. Et il y avait une librairie dans ma ville qui vendait des classiques pas chers, les Dostoevskij, les Balzac. Et donc, je me suis désespérément agrippée à ces œuvres et je les ai lues et je me suis plongée là-dedans de manière complètement désespérée parce que ça me permettait de m'en aller, de m'en aller de là et de m'évader. Et c'est comme ça que j'ai décidé ensuite de faire des études grâce à Balzac et à Dostoevskij. Et alors, avant que tu me poses ta question, maintenant, uniquement, dans toute cette évolution, le passage à l'acte littéraire, à l'écriture. Tu sei comunque colpevole perché mia mamma leggeva a te e anche mia nonna. Ma io ti ho letto dopo Dostoevskij e Balzac e anche tu mi hai portato via, è per questo che io non posso credere a quello che lui dice di me. En fait, c'est un petit peu de ta faute à toi parce que ma mère lisait tes livres et ma grand-mère aussi lisait tes livres, même si j'ai lu tout ça après Dostoevskij et Balzac. Mais toi aussi, tu m'as emmené, tu m'as aidé à m'évader et c'est pour ça que je peux pas tout à fait croire tout ce que tu me racontes. Io avevo un rispetto religioso per il romanzo e credevo che non ne avrei mai scritto uno, finché non sono arrivata all'università, ero già molto molto grande, avevo 23-24 anni e stavo per laurearmi e volevo insegnare italiano e tutta la mia passione per i libri, solo che insegnare nella scuola pubblica italiana è più facile andare sulla luna, te l'assicuro. Et en fait, j'avais un respect tout à fait religieux pour les livres. Je n'avais jamais pour les romans. Je n'avais jamais écrit de roman jusqu'au moment où, quand j'étais bien plus grande, j'avais 23-24 ans, je suis entrée à l'université, j'ai passé mon diplôme de licence et je voulais enseigner l'italien pour transmettre cette passion des livres que j'avais. Sauf qu'en Italie, devenir enseignant dans l'éducation publique, c'est encore plus difficile que d'aller sur la Lune. Perché? Burocrazie,
concorsi che non esistono, scuole di specializzazione che cambiano, esami che devi rifare, incomprensibile. Solo che io avevo fretta, perché vivevo in uno studentato, avevo una borsa di studio e dopo che mi laureavo sarei tornata a casa se non trovavo subito lavoro. Et en fait, donc, c'est très compliqué parce qu'il y a toute cette bureaucratie complètement incompréhensible, toutes ces écoles de spécialisation, tous ces diplômes à passer, à repasser, ça n'en finit pas. Et moi, au contraire, j'étais très pressée. J'habitais dans une cité universitaire, j'avais une bourse et je savais qu'une fois que j'avais passé mon diplôme, si je trouvais pas un travail tout de suite, j'allais devoir retourner chez mes parents. E così ho aperto la finestra, ho fumato una sigaretta e ho detto: ma è possibile che sia così difficile lavorare in questo paese? E nello stesso tempo i miei amici di Piombino, anche loro conoscevano un sacco di difficoltà, perché la fabbrica, che infatti oggi è chiusa da diversi anni, stava subendo tutti i colpi della crisi economica. Allora ho detto: scrivo un libro sul lavoro e mi arrabbio. E lì è cominciato. Acciaio. È cominciato, infatti, è cominciato col pericolo, tu dici l'energia, ma l'energia stava nel pericolo di scrivere questo romanzo senza laurearmi, perché mi sono laureata dopo, tentando il folle, perché fai la scrittrice nella vita, sei matta, ma io non avevo niente da perdere. E così, in questo studentato, coi tappi nelle orecchie, ho gridato tutta la mia rabbia per questa mancanza di futuro e nello stesso tempo però mi sono rifugiata nell'adolescenza, mi sono regalata a queste due ragazzine. Et donc, j'ai fait ce que je disais, j'ai ouvert la fenêtre. D'abord, je me suis allumé une cigarette. Et ensuite, j'ai crié ce que j'avais à crier et la difficulté que je rencontrais. Et j'ai affronté toutes ces difficultés. Et il se trouvait qu'au même moment, j'avais mes amis qui étaient restés à Piombino, qui travaillaient pour une usine qui aujourd'hui a fermé, pour une industrie qui avait été en train, à l'époque, de subir de plein fouet la crise économique. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur le travail et d'exprimer ma colère et de dénoncer les choses qui me frappaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Dacier. Et je me suis vraiment mis dans une situation de danger. Tu parles d'énergie, mais pour moi, c'est surtout le danger qui a été ma motivation, le danger de me lancer dans l'écriture alors que j'avais même pas encore fini mon diplôme. Tout le monde me disait, enfin, c'était de la folie de se lancer dans ce projet-là, mais je n'avais rien à perdre et je voulais vraiment crier ma rage devant cette absence de perspective d'avenir pour les jeunes. Et je me suis, en un sens, réfugiée dans l'adolescence et je me suis fait le cadeau à moi-même de ces deux personnages d'adolescente. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Acciaio, traduit en français par Dacier, donc écrit par une gamine de 20 ans qui donc se lance comme ça, dans cette écriture, faute de pouvoir enseigner, s'offre la description d'une adolescence intermédiaire. Ce livre a des chapitres d'une puissance absolument inouïe sur la destruction de l'usine, justement, sur la destruction de l'acierie. À un moment donné, j'étais plongé dans le livre et je me suis revu dans le Vie et destin de Grossman à la bataille de Stalingrad. C'était quelque chose d'aussi puissant, d'aussi destructeur, d'aussi implacable comme description de fin d'un monde qu'avait fait donc Grossman dans le Vie et destin. Amen. Tu perché racconta il tuo inizio invece? Et Io toi, voglio alors sapere. raconte, moi je veux savoir comment toi tu as commencé. Oh, c'est très, c'est très différent. Moi, j'ai écrit depuis toujours, mais écrit sans écrire. Quand d'abord j'étais pensionnaire très longtemps. 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 8 ans de prison. Et je lisais.
Alors au début, je lisais Alexandre Dumas, je lisais des choses comme ça. Ensuite, comme toi, j'ai rencontré Dostoïevski, Tolstoï et les autres. Et au début, quand je lisais Dumas, on éteignait les lumières du dortoir et on n'avait pas le droit de lire en études. On nous confisquait les livres. Et je continuais, comme je ne pouvais plus lire, je continuais le matin, à l'étude du matin, ce que j'avais lu le soir. Ça veut dire, le soir, je lisais Les Trois Mousquetaires, et les Trois Mousquetaires donnaient rendez-vous, les Trois Mousquetaires du roi donnaient rendez-vous aux Trois Mousquetaires du cardinal pour se battre à l'épée dans une auberge. Mais moi, je m'étais endormi au moment où ils donnaient rendez-vous. Alors, le lendemain, je racontais la scène dans l'auberge. J'écrivais comme pour lire la suite. Et ensuite, je comparais avec ce qu'avait fait Alexandre Dumas. Et c'était un peu mieux. C'est comme ça que ça a commencé. C'est une écriture un peu... J'ai commencé par l'imitation, en fait. Ma contre. Et oui, contre. Alors c'était... Oui, c'est vrai que... Bon, il est vrai qu'on écrit contre. C'est vrai que c'est un acte de rébellion, un refus de quelque chose. Bon, par exemple, moi, ça a été le refus de ma propre cancrerie. J'étais un élève nul, archi nul, considéré comme tel par les adultes, que ce soit du côté de la famille ou du côté de l'école. Et bon, je me suis réfugié dans une écriture où j'ai essayé à la fois de me fuir et de me trouver. C'est-à-dire, c'était pas du tout comme toi une écriture de constat politique, tournée vers les autres. C'était une écriture à travers laquelle j'essayais de m'admettre, de me supporter. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ho un'altra domanda. J'ai encore une question. Perché iniziare è sempre difficile, ma è un gesto folle, irrazionale, adolescente. Ma poi bisogna continuare a scrivere. Bisogna perché lo vogliamo, certo lo desideriamo, ma c'è un momento in cui si smette di essere dei dilettanti, perché io ogni volta che comincio un romanzo ricomincio da capo con tutte le insicurezze e mi chiedo ma come si fa a scrivere un libro? Ma io riuscirò mai ad arrivare alla fine di questa storia? Ma come faccio a diventare amica di questi personaggi che mi voltano le spalle così spesso? Come si fa, Danielle? Une question pour moi qui est importante, on a parlé des débuts et à quel point c'est difficile de se mettre à écrire, c'est un geste un peu fou, irrationnel, un geste adolescent, mais la question qui m'importe c'est comment est-ce qu'on continue à écrire, puisque c'est quelque chose qu'on veut faire, mais il y a le moment finalement où on doit arrêter de faire ça en dilettante. Moi, quand je commence un roman, j'ai toujours l'impression de repartir à zéro. J'ai toutes ces insécurités. Je me demande mais comment je vais faire pour écrire ce livre ? Comment je vais faire pour devenir amie avec ces personnages qui me tournent le dos et qui ne veulent pas se laisser faire ? Comment est-ce qu'on continue à écrire ? Oui, mais c'est normal. La matière nous résiste, quoi. Un sculpteur qui travaille sur un bloc, le bloc lui résiste. Et c'est pareil, le réel nous résiste, nous, notre matière. C'est le réel, même si notre œuvre est en grande partie imaginaire. C'est un imaginaire qui est produit par le réel. Et toi, quand tu doutes, tu te tais. C'est-à-dire, c'est très puissant. C'est complètement enfermé en toi, tu te mets dans des colères qui sont absolument personnelles. Moi, quand je doute, je geins. Je me plains aux autres. Je dis, je suis nul, c'est de la merde. D'ailleurs, tout ce qui précède aussi, c'est de la merde. Gna, gna, gna. Et alors les autres me disent, mais non. Et vient par-dessus, là-dessus, la honte.
de m'être plaint, de m'être répandu, et je me remets au travail en fermant ma gueule. Voilà. E il tuo rapporto. C'est moi qui dois te poser des questions. Il mio rapporto con Malaucène, così lungo, quanto è stato davvero faticoso, il retroscena del tuo rapporto, della tua amicizia o inimicizia con Malaucène? Ce rapport avec Malaucène, donc, qui a duré si longtemps, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton amitié ou de ton inimitié avec Malaucène? Ah, oui, bien sûr, mais là, on entre... En fait, on va entrer dans de la technique plutôt. C'est-à-dire que Malaucène, à l'origine, c'est une idée. C'est une idée volée à un philosophe qui est René Girard. René Girard a longtemps, a beaucoup théorisé sur le fait du bouc émissaire, c'est-à-dire sur le fait de la désignation de l'autre comme étant porteur de tous les défauts du groupe, et que le groupe se fédère autour de l'exclusion de cet autre qui est porteur de tous les défauts. C'est aussi le théoricien du désir mimétique, etc., etc. Et à un moment de ma vie, moment par parenthèse proche de ta naissance, je lisais René Girard. Et en même temps, je lisais les romans noirs, les romans de la série noire, les romans noirs américains, les polars américains. Et j'ai eu l'idée, en lisant René Girard, d'imaginer un personnage qui soit bouc émissaire professionnel. C'est-à-dire qui soit explicitement salarié pour se faire engueuler à la place des autres. J'ai incarné cette idée dans un personnage. Le personnage, je l'ai flanqué dans une structure de roman policier qui était tout à fait nouvelle pour moi, mais qui a l'intérêt d'être dynamique en elle-même. C'est-à-dire que là où il y a un roman policier, il y a un meurtre, il y a une enquête, d'une certaine façon, le genre t'offre la dynamique. Et tu y vas. Et ça a été comme ça. Ensuite, j'ai constitué la famille Malaucène, un petit peu comme ma famille idéale s'est constituée autour de moi. De ce point de vue, j'ai une vie, mon autobiographie est assez malaucénienne. J'ai une fille, qui est ma fille, mais j'ai aussi ma femme et moi avons plein d'enfants qui sont des enfants adoptants. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus pratique que les enfants adoptés. Les enfants adoptants, c'est eux qui te choisissent. Et il y en a dans la salle, là, il y en a. Et on a joué à cette espèce de jeu pseudo-familial, tribal, qui a comblé ma vie. Ce jeu, dans la réalité, a comblé ma vie, un peu comme les personnages de Malaucène comblent les livres des personnages. C'est comme ça que ça s'est passé. È meraviglioso questo. Maintenant, on va lire une histoire de naissance. C'est merveilleux. Vous allez voir que la naissance ne se passe pas toujours sans douleur. Ah non, c'est pas ça. C'est dans la vie parfaite. La vie parfaite, naissance du personnage, enfin pas naissance d'ailleurs, travail. Sa montée d'on ne sait quel univers enfoui dans son corps, loin dans sa chair, comme arrivant d'un pays étranger. Puis ça a augmenté, irradié depuis le nombril jusqu'à l'infini. 60 secondes précises, régulières. Elle savait qu'elle allait lui briser les reins, grandir encore, devenir géante, comme Rosaria, sa mère, abandonnée la veille sur le canapé, comme ce téléphone dans le couloir qui n'avait pas sonné depuis des années, les yeux de Zeno quand il avait dit « partons ». Son cœur allait s'arrêter, comme tout ce qui ne peut pas guérir. Adèle le savait. « Respire », il lui répétait « respire ». Mais elle ne pouvait pas respirer. Ses poumons étaient pleins de sueur. La douleur comprimait son thorax, le coupait en deux comme une pomme. La douleur était la seule et unique vérité.
aussi immense que l'Adriatique en février. J'en veux pas. Ses cheveux trempés de sueur coulaient le long de ses joues. Elle était nue, les poings sur les genoux, accroupie sur le sol comme pour pisser là au milieu de la pièce. « Vous pouvez partir », ajouta-t-elle avec rudesse. L'anesthésiste restait indécis sur le seuil. Il haussa le sourcil, l'air de dire « Vous êtes sûr de ne pas vouloir de péridurale ?» Les médecins, quand ils la voyaient, faisaient toujours une drôle de tête. Leur regard devenait flou, comme s'ils se posaient sur une imperfection, un objet de piètre qualité. C'était peut-être une impression, mais ils semblaient tous lui reprocher qu'elle avait fauté. Jamais elle ne serait pardonnée. La porte se referma, Adèle fut seule à nouveau. La contraction montait, lançait des coups dans l'abdomen et la colonne vertébrale. Pourtant, il devait bien y avoir du soleil encore quelque part. Nativita. De la nativité, cette nativité, on passe au corps de la femme. Ce qui est intéressant dans ton travail, ça c'est une de mes amies qui est aussi dans la salle et qui me l'a fait remarquer, c'est que tu décris formidablement le corps de la femme dans tous ses états. Tu décris aussi l'aptitude de la femme à jouer le jeu de la séduction imposée par les hommes. Et cette amie qui me faisait remarquer ça me disait « Mais quel rapport Avallone entretient-elle avec le féminisme ?» E c'est donc la question. Enorme questione. Mi sento piuttosto agguerrita sul tema del femminismo. Anche perché io sono arrivata a scuola con questa ingenua convinzione che davvero le donne e gli uomini, i maschi e le femmine, avessero pari opportunità. E sono rimasta sconvolta quando dopo la scuola mi sono resa conto che in realtà nella società non era affatto così. Ed è stata per me una scoperta, perché io davo per scontato che le donne fossero delle amazzoni alla conquista del mondo. Invece ho capito che veniva loro suggerito di rimanere a casa, coperte, chiuse, immobili, all'assoluta oscurità della storia, che era cosa per gli uomini. Oui, c'est une question énorme. Voilà, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce thème du féminisme. Moi, quand j'ai commencé mes études, j'étais convaincue du fait que les femmes et les hommes avaient les mêmes opportunités, avaient tous accès aux mêmes opportunités dans la société. Et j'ai été vraiment sidérée quand j'ai fini mes études de découvrir que non, la société n'était pas faite comme ça et que les femmes n'étaient pas des Amazones, n'avaient pas l'opportunité de devenir des Amazones qui faisaient des conquêtes et qui partaient à la conquête du monde, et qu'au contraire, on suggérait plutôt aux femmes de rester à la maison, de rester couvertes, de rester enfermées et immobiles dans l'obscurité de l'histoire. Perché non è vero che nella storia si va avanti, si torna spesso indietro. E quello che io ho percepito negli ultimi decenni, almeno in Italia, è un passo indietro. Ovvero, molte donne sono scese in piazza anche durante i governi Berlusconi per lottare contro anche l'oggettivazione della donna, la mercificazione della donna. Il governo Berlusconi, l'epoca Berlusconi è stata il trionfo di queste donne televisive in déshabillé, che sono l'altra faccia della medaglia rispetto alle donne madri che fanno le madri e basta e dopo sfioriscono perché non hanno nessun altro scopo al mondo. Ecco, queste donne sempre subalterne e sia svestite che troppo vestite, sempre prigioniere di un vestito e null'altro. E la scrittura è stata per me occasione per arrabbiarmi ancora una volta.
Je pense que l'histoire ne va pas toujours de l'avant. L'histoire, des fois, peut reculer un petit peu. Le progrès repart en arrière. Et je pense que vraiment en Italie, au cours des dernières décennies, il y a eu un recul dans les droits des femmes. Les femmes qui étaient à l'époque descendues sur la place publique, à l'époque de Berlusconi, pour protester contre l'objectivisation des femmes et la mercantilisation du corps des femmes. Sous Berlusconi, c'était vraiment l'apogée de ces femmes qu'on voyait à la télévision complètement déshabillées et qui est finalement l'autre versant de la médaille de la femme complètement couverte et cachée qui reste enfermée. Dans tous les cas, ce sont des situations où les femmes restent dans des positions subalternes et sont prisonnières d'un vêtement finalement. Et donc, encore une fois, j'ai voulu écrire pour exprimer ma colère. Io sono anche allieva, oltre che tua, di Elsa Morante e di Elena Ferrante, che sono per me la nonna e la mamma letterarie. Entrambe hanno raccontato le viscere potentissime delle donne che hanno passato la vita e la storia, i millenni, in questa posizione subalterna, ma dentro di loro hanno maturato rabbia, ribellione, violenza, e sia la Morante che la Ferrante hanno scoperchiato questo tabù della violenza femminile, del potere femminile, che fa paura. E allora anch'io ho cercato, dalle adolescenti di Acciaio a Marina Bellezza, a Dora, arrabbiata e furiosa perché vuole un figlio e non ce l'ha, di raccontare questo potere trattenuto delle donne. Anche questa volontà di riscatto taciuta. Et je suis vraiment aussi une disciple de Elsa Morante et de Elena Ferrante, qui sont que je considère un peu comme ma maman et ma grand-mère et ma maman littéraire. Et toutes les deux, elles ont en commun d'être des auteurs qui montrent les viscères des femmes et la puissance. La puissance qui se développe dans les viscères de ces femmes qui sont maintenues dans des positions subalternes, et toutes ces choses qui mûrissent dans ces femmes, toute la rage, toute la rébellion et toute la violence. Et finalement, il y a un tabou autour de la violence des femmes. C'est quelque chose qui fait peur. Et c'est quelque chose que j'ai aimé explorer avec les personnages d'adolescentes dans Dacier, avec Maria Bellezza, avec le personnage de Dora qui est furieuse de ne pas arriver à avoir un enfant dans La vie parfaite. À chaque fois, cette puissance qui est contenue dans les femmes. Marina Bellezza. Donc, Marina Bellezza, c'est l'histoire d'une gamine qui veut devenir chanteuse. Voilà un petit passage, court. Un jour, elle irait à Rome. Elle serait interviewée par Mara Venier. Comment tu prononces d'ailleurs Venier en italien? Mara Venier. Un jour, elle irait à Rome. Elle serait interviewée par Mara Venier, à la vita indiretta. Je suis partie de zéro, dirait-elle, et même d'un peu moins. Comment j'ai réussi? En trimant dur, depuis que je suis toute petite, sympathique, désinvolte, mais tout compte fait normal, sans chichi, sans pose recherchée, mais avec une histoire à raconter. Elle s'était préparée. Elle avait répété des dizaines et des dizaines d'interviews toute seule devant sa glace. Tout le monde le savait maintenant, ce qu'il fallait dire. Tout le monde le savait maintenant, ce qu'il fallait dire, quelle expression avoir et quel vêtement choisir pour percer à la télé. Mais elle était plus déterminée que les autres. Elle avait des couilles en béton armé. Et elle ne permettrait à personne de lui passer devant. Voilà Marina Bellezza. Question qui semble... On sort de la littérature. Question très générale. Tu es donc né l'année de la sortie du premier Malocène. Autrement dit, tu es de la génération de ma fille. Et là, écoute bien cette question. Nous, moi qui suis vieux maintenant, ma génération, avons fabriqué notre identité
sur un certain mépris de la génération paternelle. Le mépris nous était offert par l'histoire. Nos pères, en France, étaient largement collabos, en Italie, fascistes, en Espagne, franquistes, au Portugal, salazaristes, en Union soviétique, staliniens. Nous étions des enfants de pères inféodés à une idéologie dominante. C'est sur cette sensation, qui était une sensation très globale, pas subtile du tout, que s'est constituée ce qu'on pourrait appeler l'identité de notre génération. Sur quoi penses-tu que ce soit fait l'identité de ta génération? Quelle image? Allora, il dramma che noi abbiamo sentito, parlo di noi come millennials, ovvero che siamo diventati adolescenti o giovanissimi adulti sul limitare del millennio. Noi ci siamo trovati in mezzo a una rivoluzione, alla rivoluzione digitale, che ha cambiato profondamente le nostre democrazie, le nostre società. Non siamo né prima né dopo, non siamo come voi, solidamente ancorati a una realtà analogica, e non siamo come i ragazzini digitali. Non siamo ideologizzati, perché abbiamo assistito al declino di qualsiasi ideologia, ma siamo anche orfani e sentiamo la mancanza di un'idea, di un idealismo. Vorremmo ancora un orizzonte collettivo, perché i nostri genitori ce lo avevano e ce lo hanno trasmesso questo orizzonte, ma noi viviamo in una società che è drasticamente individualista e ci chiede di essere non cittadini, ma consumatori. E noi non abbiamo fatto pace né col passato né col futuro, siamo in mezzo e non siamo niente, eppure ci accorgiamo della metamorfosi. Le drame, je pense, pour ma génération, que j'appellerais les millénials, c'est-à-dire nous qui sommes arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte au tournant du millénaire, c'est que nous sommes arrivés en plein milieu d'une révolution numérique et qui a changé profondément la démocratie, les sociétés, etc. Et donc, nous sommes dans cet entre-deux, cette génération entre-deux. Nous ne sommes plus la génération d'avant qui était solidement ancrée dans le monde analogique. Et nous ne sommes pas non plus la génération des jeunes qui ont grandi vraiment dans le numérique. Donc nous sommes dans cet entre-deux. Nous ne sommes plus rattachés à des idéologies, puisque nous avons assisté au déclin des idéologies, mais nous nous sentons orphelins, parce que ces idéaux, c'est quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose, cet horizon collectif, c'est quelque chose que nos parents nous ont transmis, mais que dont nous vivons avec le regret. Et donc nous sommes dans cette société individualiste, hautement individualiste, qui nous demande d'être des consommateurs avant d'être des citoyens. Et nous n'arrivons pas à trouver la paix entre le passé et l'avenir. Nous sommes dans cet entre-deux, dans cette espèce de néant entre le passé et l'avenir. Siamo apolidi, senza patria. E questo però ci permette, voglio pensare, di accorgerci dei cambiamenti, di essere dei traghettatori di memoria. Io me lo ricordo lo scontro tra Bush e Clinton, mi ricordo com'era andare in giro senza cellulare e telefonare dalla cabina. E oggi ho i social network e so cosa significa fermarsi perché devi fare la foto. Però, proprio per questo,
proprio perché sono apolide, non ho una patria, non ho una stabilità, il mio unico faro è la letteratura. Perché noi viviamo adesso in un'epoca che vuole far dimenticare la realtà, che chiede ai ragazzi di chiudersi in camera, di girare l'obiettivo verso se stessi e non verso il mondo, di non preoccuparsi dei migranti, di non preoccuparsi dei cambiamenti climatici, di preoccuparsi di comprare solo, comprare su internet e comprare. La letteratura è quella cosa del Novecento e dell'Ottocento che in questo momento può rinsaldare i nostri legami con gli altri, perché leggere un libro è uscire dalla propria vita e vivere la vita di un migrante, è vivere la vita di un altro, uscire dalla solitudine e dalla prigione del presente, ricostruire una collettività, ed è questa la zattera su cui io navigo a vista. Je considère que vraiment on est des apatrides, ma génération. C'est-à-dire qu'on a cette particularité qu'on est en état de... On les voit, on a été les témoins de ces changements, on a conscience que ces changements se sont produits et on est donc des transmetteurs de souvenirs. Moi, je me souviens encore du passage de George Bush à Bill Clinton. Je me souviens de l'époque où je pouvais me promener sans téléphone portable et passer un coup de fil dans une cabine téléphonique. Même si aujourd'hui, moi, j'utilise les réseaux sociaux et je m'arrête tout le temps pour prendre des photos, pour les poster sur les réseaux sociaux, mais pour cette raison, parce qu'on est une génération d'apatrides, sans patrie fixe, c'est pour cela que précisément la littérature est si importante. Parce que dans une époque où on oublie la réalité, dans une époque où on demande toujours plus aux jeunes de rester enfermés dans leur chambre, à se prendre des photos d'eux-mêmes et à se refermer sur eux-mêmes et à consommer et à acheter toujours plus, sans se soucier des migrants, du changement climatique et de ce qui se passe autour d'eux, au contraire, la littérature du XXe siècle, du XIXe siècle, c'est un moyen de reformer des liens avec l'autre. C'est des moyens de sortir de sa vie pour rentrer dans la peau d'un migrant, dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est un moyen de sortir de cette solitude et de se rattacher à un collectif. Et donc pour moi, la littérature, c'est vraiment une boussole dans cette situation où je navigue à vue comme ça. Et à propos de littérature et de retour en arrière dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il t'arrive d'avoir, même fugitivement, la vision de l'Europe que pouvait avoir un Victor Hugo, qui imaginait une Europe après la constitution des États-nations? Il fallait d'abord se libérer des empires, se constituer en nation, etc. Et ensuite fédérer les nations en une collectivité européenne, etc. Que reste-t-il chez quelqu'un de ta génération, ou de la mienne d'ailleurs, on peut en parler aussi, de cette vision idéale-là de l'Europe? Infatti, quando parlavo di letteratura, parlavo in effetti del romanzo, che è quell'oggetto ottocentesco e novecentesco che è popolare. Gramsci, non a caso, voleva che i romanzi popolari arrivassero a tutti gli strati della società per formare una collettività solidale, perché i romanzi sono il più potente strumento contro l'indifferenza e per la solidarietà verso gli altri, e quindi per costruire un senso di appartenenza felice che accoglie gli altri. E io mi sono formata con quest'idea di Europa che funziona come un romanzo dell'Ottocento. E dirò di più, faccio parte di quella generazione che io non ho fatto l'Erasmus, ma tutti i miei amici hanno fatto l'Erasmus e quindi l'ho fatto anch'io attraverso i loro racconti. E per me è ovvio essere europea. Io sono italiana, sì, ma Flaubert e Leopardi valgono lo stesso per me. Non potrei scegliere tra uno e l'altro per la mia identità.
E quindi mi fa molto male vedere quello che sta succedendo oggi, che era impensabile forse 10 anni fa solo. E penso che sia un tradimento della mia educazione letteraria, ma anche di cittadino chiamato a esplorare un mondo dove non c'è assolutamente bisogno né di confini né tantomeno di muri. Anzi, c'è bisogno, semmai, di conoscerci ancora di più, di viaggiare ancora di più. E improvvisamente ci dicono di non viaggiare più, di rimanere chiusi nei nostri orti. In Italia almeno è molto potente, forse anche in Francia, lo abbiamo visto con le ultime elezioni. Di colpo ci chiedono di non parlarci più. Ma questo è folle. Com'è possibile, Daniel? Questo lo chiedo anche a te. Dans la littérature, quand je parlais de littérature, je parlais du roman du 19e et du 20e siècle, mais c'est aussi, par exemple, Gramsci, il voyait dans le roman populaire un moyen de vraiment toucher toutes les strates de la société pour créer une communauté solidaire, pour créer quelque chose qui va à l'encontre de l'individualisme et qui développe un sens d'appartenance heureuse à une communauté, une appartenance qui est accueillante, une identité accueillante. Et moi, j'ai formé mon idée de l'Europe à partir de cette conception-là du roman du XXe siècle. Et bon, j'ai pas fait Erasmus, mais toutes mes amies l'ont fait, et moi aussi je l'ai fait d'une certaine manière à travers leur récit à elles. Et pour moi, c'est évident, ça va de soi que je suis européenne, et tout en étant italienne. Flaubert, par exemple, a joué un rôle très important dans ma formation et dans mon identité. Et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus de mal de voir aujourd'hui la situation dans laquelle est l'Italie. C'était quelque chose qui était impensable il y a une dizaine d'années et que je vis vraiment comme une trahison de mon éducation littéraire et de mon éducation de citoyenne, pour qui ça allait de soi que les frontières devaient être toujours plus ouvertes, qu'il était indispensable de voyager pour connaître les autres et pour accueillir les autres. Et d'un seul coup, on nous demande de ne plus voyager, de rester renfermés. Ça a été, c'est la situation politique italienne, mais c'est aussi ce qu'ont donné les dernières élections en France. On nous demande de ne plus parler aux autres, et pour moi c'est vraiment une folie, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. C'est aussi une question que je te pose à toi. Alors, ma réponse est, enfin, je crois avoir une réponse qui est que l'Europe on a délibérément refusé de faire une Europe culturelle. Délibérément. C'est en gros l'Europe des peuples. Ça a été délibérément refusé. C'est un projet que les dirigeants européens, pour telle ou telle raison, se sont interdits. Tu parles d'Erasmus, mais Erasmus, c'est, toute proportion gardée, déjà une élite qui peut s'internationaliser parce que c'est une élite. Ce qui, par parenthèse, existait déjà du temps de l'aristocratie. Nous avions une élite européenne qui, à l'époque, d'ailleurs, parlait français. Bon, là, nous avons une élite Erasmus. Mais essaie d'imaginer ce que serait l'Europe aujourd'hui si, quelques années après ta naissance, mais même ta naissance, non, je pense à la chute du mur en 89, si même tardivement donc, à partir de 89, au lieu de nous contenter de faire naître une structure comme celle d'Erasmus, nous avions envoyé nos enfants de 10 ans en 6e, en cours moyen, 1 mois en Italie, en 6e, 1 mois en Allemagne, en 5e, 1 mois en Angleterre, en 4e, 1 mois en Espagne, etc., en Grèce, en Italie, et on tourne comme ça pendant toute la scolarité, et que tous les enfants de tous ces pays aient voyagé pendant toute leur scolarité, à l'âge où spontanément on joue avec des petits camarades, à l'âge où, si on a envie de jouer avec des petits camarades, on n'a pas d'inhibition pour apprendre leur langue, à l'âge où, si on joue et si on parle la même langue avec des petits camarades, on n'a pas d'inhibition pour manger ce qu'ils mangent, etc., etc. Les enfants d'aujourd'hui
c'est-à-dire toi, ou tes enfants, toi, les enfants d'aujourd'hui seraient naturellement polyglottes, seraient naturellement copains avec tous les petits correspondants qu'ils auraient rencontrés en 6e, 5e, 4e, 3e, à l'âge où on se fait des amis durables. Et la vision qu'ils auraient de l'Europe serait la vision de voisins différents et semblables. Et même si la mondialisation avait gagné les marchés comme elle l'a gagné, même si le commerce, en gros, avait gagné les individualités, investi les individualités comme il les a investis, il y aurait tout de même dans chacune de ces individualités la certitude qu'un petit Italien est un petit Italien, parce qu'il mange des spaghettis, parce qu'il ne joue pas au foot, il joue au calcio, parce que. Et en même temps, mon copain, mon proche, de la porte d'à côté. C'est ce qui nous a été refusé, je pense, délibérément, mais ça c'est parce que je suis un peu paranoïaque. Mais ça peut se faire. Alors évidemment, ça peut se faire. Cela dit, il se trouve que j'en ai parlé, là, il y a quelques mois, à un responsable politique français considérable, et qui avait la main mise sur l'éducation nationale, qui m'a dit « Monsieur, cette idée n'est pas exportable en France en ce moment. » Et fin de la conversation. Energia. Da energia. È un momento, anche in Italia, molto buio, molto buio. Io continuo, parlo per l'Italia, ma so che riguarda tutto l'Occidente, a dare una enorme responsabilità ai decenni che hanno costruito questa paura, questo senso di chiusura, questo terrore per il diverso, laddove io penso che è sempre il diverso che ci salva. Non so se hai mai letto Kent Aruf, è uno straordinario scrittore americano da poco tradotto in Italia, e lui dice proprio come si muore rimanendo a casa propria, attaccati ai propri genitori, a parlare la lingua del proprio quartiere, senza mai muoversi. L'identico fa morire. La vita, la libertà è sempre almeno 1 chilometro più in là. Bisogna sempre aggirare una frontiera per vivere, per prendere la propria strada liberamente. E invece questa è l'epoca in cui si soffoca, anche perché ci dicono solo di avere paura degli altri, di lasciarli morire in mare, di non andare noi altrove, di rimanere fermi senza alcun orizzonte. Questo mi terrorizza. Però penso che questo sia possibile anche perché hanno distrutto in questi decenni la scuola. L'idea che studiare serve non per trovare lavoro, ma per avere un'alternativa, per non avere un destino, ma per scegliere liberamente. Lo sento molto questo argomento. Je pense qu'on traverse une période vraiment noire, vraiment très sombre en Italie comme ailleurs. Je parle de l'Italie, mais ça s'applique à tout l'Occident. Je pense que c'est vraiment le résultat de décennies, des dernières décennies au cours desquelles on a cultivé ce sentiment de repli, cette peur de tout ce qui est divers, alors qu'au contraire, la diversité, la différence, c'est ça qui nous sauve. C'est ce que raconte ce romancier américain qui est très intéressant, qui s'appelle Kent Aruf, qui est un auteur américain qui est traduit depuis peu en Italie, qui raconte à quel point ça nous tue de rester enfermés chez nous, ça nous tue de rester collés à nos parents, collés à notre quartier, à la langue de notre quartier. Le même nous fait mourir.
Et la vie, c'est ce qu'on trouve quand on va chercher 1 kilomètre plus loin, quand on passe des frontières. C'est là qu'est la vie. Et à l'inverse, on est dans une époque où on nous suffoque, où on cultive la peur de l'autre, où on laisse mourir les autres en mer et où on attend de nous qu'on n'aille pas ailleurs, qu'on n'aille pas voir dehors comment ça se passe. Et tout ça, je pense que c'est vraiment le résultat des dernières décennies au cours desquelles on a détruit les systèmes éducatifs. On a appris, on a répété aux gens que les études, ça servait, ça n'avait qu'une fonction utilitaire, alors qu'on sait que les études, ça ne sert pas juste à trouver du travail, mais ça sert à faire des choix librement et à sortir de ces horizons. Excusez-moi, je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas monopoliser les questions à Sylvia. Et j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Si vous pouviez nous donner un peu de lumière, qu'on vous voit, voilà, et que tous ceux qui veulent poser des questions les posent. Criez fort ou procurez-vous un micro. Allez-y. Bonjour, merci d'abord pour tout ça. Je voudrais poser une question précise. Le roman Acier a été adapté au cinéma par Stefano Mordini, je crois. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous fait quand un monde de mots devient tout à coup un monde d'images et de sons. Et deuxième question, est-ce que pour Une vie parfaite, il y a une adaptation cinématographique déjà envisagée? Merci. Il film è un'altra creatura assolutamente indipendente da me, quindi io l'ho vista, ho guardato il film di Mordini in un'attitudine meravigliosa perché non era mio e quindi me lo sono goduto da spettatrice esterna senza alcuna gelosia, anzi felice che una stessa storia avesse avuto una nuova possibilità, una nuova narrazione. E per quanto riguarda invece Da dove la vita è perfetta, c'è dell'interesse, ma per ora non c'è ancora un film. Quindi crociate le dita per questa storia. Grazie. Le film, pour moi, le film, ça devient vraiment une créature complètement indépendante de moi. Et j'ai vraiment regardé le film de Mordini. Je me suis vraiment émerveillée devant ce film, en le percevant pas du tout comme quelque chose qui m'appartenait. Je l'ai regardé comme une spectatrice extérieure, sans aucune jalousie. J'étais très heureuse de voir mon histoire trouver d'autres formes de narration. Et pour La vie parfaite, il y a eu des gens qui se sont montrés intéressés, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet de film. Donc voilà, on croise les doigts et puis on attend de voir ce qui va se passer. Bonjour, buongiorno, mi chiamo Paul. Et j'ai eu la chance d'étudier à la fois en France et en Italie. Je suis passionnée de littérature et je suis heureuse de vous avoir rencontré dans mon chemin de littérature. Donc, je lis vos œuvres en italien. J'aime la puissance qui est évoquée et l'énergie qui ressort de vos œuvres. Et aujourd'hui, le discours a été porté assez sur un plan politique. J'aurais voulu savoir quelles étaient les thématiques que vous comptiez embrasser dans votre prochain roman. Est-ce qu'elles seraient imprégnées par la thématique actuelle et, si possible, est-ce que vous envisagiez d'ouvrir votre discours sur des thématiques européennes et cette ouverture que l'on déplore et qui s'est aujourd'hui refermée. Merci. Merci. Io non svelerei mai a nessuno cosa sto scrivendo adesso, neanche mia madre lo sa, anzitutto. Però una cosa ci tengo a dire, che sicuramente per me il romanzo non è mai una forma di fuga dal mio tempo, ma è sempre un modo per interrogarlo. Quindi sicuramente sto scrivendo guardando bene fuori dalla finestra cosa sta accadendo, però nello stesso tempo scrivere è sempre qualcosa che ti sfugge. Appunto, dicevo, i personaggi si ribellano a tutte le tue favolose intenzioni. Quindi io so solo in parte cosa sto scrivendo.
D'abord, je voudrais dire que je ne révélerai jamais ce que je suis en train d'écrire. Je ne vous en dirai rien. Même ma mère n'est pas au courant. Je ne parle pas de ce que j'écris. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, le roman, c'est jamais une manière de s'évader de mon époque. C'est plutôt un moyen d'interroger le moment présent. Et je regarde par la fenêtre ce qui se passe. Mais je ne fuis jamais la réalité du présent. Après, les personnages peuvent se rebeller et m'emmener dans des directions inattendues, si bien que je ne suis jamais vraiment sûre de quoi je suis en train de parler quand j'écris. Là, il y a peut-être une petite question technique. Est-ce que tu travailles avec tes éditeurs? Et de quelle nature est ce travail avec les éditeurs? Sono un disastro, Daniele. Perché tu sei un buon maestro, ma io non obbedisco, purtroppo. È più forte di me. Perché? Ma ti spiego perché. Moi, je suis catastrophique. Je dois dire que toi, tu es un bon maître, mais moi, j'ai tendance à ne pas obéir. Et c'est plus fort que moi, et je vais t'expliquer pourquoi. Perché io, quando stavo nello studentato a Bologna, e stavo studiando latino, che è la materia a me più ostica al mondo, ho ricevuto questa telefonata. Ho visto 02, che era il prefisso di Milano, e sono saltata sulla sedia. Ed era Michele Rossi, il mio editore, che mi diceva: vieni a Milano, ti faccio un contratto, pubblichiamo Acciaio. E io non ci avrei mai creduto. Ed è stato uno dei 3 giorni più belli della mia vita. Quand j'étais étudiante à Bologne, donc j'étais en train de réviser mon latin, qui est une des matières les plus austères qui soit. Et à ce moment-là, il y a mon téléphone qui a sonné et j'ai vu que c'était un numéro qui commençait par le préfixe 02, ce qui voulait dire que ça venait de Milan. Et donc j'ai sauté en l'air sur mon siège et c'était Michele Rossi, qui est mon éditeur, et qui m'a dit: allez, viens à Milan, je te fais un contrat, on va signer un contrat et on va publier ton livre. Et ça a été un des 3 plus beaux jours de toute ma vie. Ça, c'était d'acier, hein, Acciaio. E poi Michele, quando l'ho conosciuto, ho preso quest'autobus verso la casa editrice e mi sembrava di arrivare in America. È stato un giorno epico. E poi arrivo e vedo questo ragazzo che ha 7 anni più di me e anche lui era un ragazzino dell'editoria. E io e lui insieme, come 2 pazzi furiosi, ci siamo lanciati nella pubblicazione di Acciaio pensando: ma sì, venderà 5.000 copie, ma non è importante, perché eravamo tutti e 2 esaltati, idealisti. E poi è successo quello che è successo, cioè che non ha venduto 5.000 copie, e siamo andati al premio Strega come 2 pazzi, sempre all'avventura. E dopodiché siamo diventati fratelli, nel bene e nel male, siamo praticamente famiglia. E quindi qualsiasi cosa succeda con un libro, lui è il mio editore, perché è un legame di sangue ormai. Et donc, j'ai pris le bus pour aller à Milan. Et pour moi, c'était comme aller en Amérique. C'était un voyage complètement épique. Et je suis arrivée donc à la maison d'édition et j'ai rencontré Michele Rossi, qui était un petit jeune, qui avait juste 7 ans de plus que moi et qui débutait dans le métier. Et on s'est mis à travailler sur le roman comme deux fous furieux. On était à fond, on était très enthousiastes. Donc on a travaillé sur la publication d'Acier. Et on se disait à l'époque, bon, on va vendre 5000 copies, mais c'est pas grave. On était vraiment très, très enthousiastes et ça n'avait pas d'importance pour nous le résultat. On était très idéalistes et très exaltés. Et le livre a vendu bien plus de 5000 copies. Il a reçu le prix Strega. Et voilà, on était comme 2 fous. On était dans cette aventure tous les 2. Et depuis, c'est vraiment devenu comme un frère pour moi, comme de la famille. Et on a vraiment ce lien qui est plus fort que le sang. C'est mon éditeur. Et voilà, sur tous les livres que j'ai faits, j'ai travaillé avec lui. Tu fais une tête qui veut dire, bon, c'est devenu mon frère, ma famille, donc on ne peut plus travailler techniquement ensemble, la littérature. C'est ça que ça veut dire? Ma io con lui mi lamento, come fai tu. Quindi dico: Michele, non riesco a scrivere, sto male. Lui non lo sopporta, lui dice: scrivi. Però poi andiamo a pranzo, ci divertiamo. È un legame, io gli racconto i progetti.
Poi ci sono delle persone serie che leggono, serie, cattive, cattivissime. Sono sempre donne giovani, arrabbiate, e di loro mi fido molto di più di Michele, molto di più. Però è ormai un gioco che io faccio arrabbiare Michele, perché Michele vorrebbe che io ogni anno ho un romanzo già pronto e io invece no, ci metto 3-4 anni. Però per me è un lavoro anche umano, forse perché sono sempre un adolescente e quindi ho bisogno che la casa editrice sia un luogo umano, anche se tu mi dirai ingenua, però per me è importante, non riesco a crescere. En fait, mon rapport avec Mickaël, et surtout, je fais comme tu disais tout à l'heure, moi, je me lamente. Voilà, alors j'appelle Mickaël et je lui dis ça va pas, je suis pas bien, j'arrive pas à écrire, et lui il m'écoute, ça le rend fou quand je lui dis ça, il me dit mais non vas-y écris, continue, et voilà, après on va déjeuner ensemble, on rigole tous les deux, je parle de mes projets, tout ça, mais en fait finalement le vrai travail qui est fait ensuite, c'est avec des vrais gens sérieux qui lisent de près mon travail, qui sont en général des femmes, qui sont souvent très, très précises et souvent en colère aussi et très, très méchantes, et qui relisent de très près mon travail. Et j'ai beaucoup plus confiance dans leur travail à elles, finalement. Et donc, Mickaël, il est là pour... je le mets en colère, on s'exalte, on se met en colère. Lui, il veut que je sorte un roman par an. Moi, je lui explique que non, il me faut plutôt 3 ans, 4 ans. Voilà, mais lui, il prend en charge le côté humain dont j'ai très besoin. J'ai besoin de sentir que ma maison d'édition, il y a un rapport humain qui se fait. C'est un lieu... Alors, peut-être on pourra dire que je suis naïve, mais j'ai vraiment besoin de ce rapport humain parce que je suis restée au fond une adolescente et que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à grandir. Mais oui, non, mais ça c'est... J'aimerais bien parler avec Michele. J'ai dit, mais tu es fou. Faire un roman par an à Sylvia. Mais tu es fou. Arrête, Michele. Laisse-la travailler, mais travaille avec elle quand elle doute. Ils veulent tous un roman par semaine. Voilà, donc, y a-t-il une dernière question? Oui, allez-y. Oui, d'abord une petite remarque et puis quelque chose de l'ordre de la question. La petite remarque, je suis à peu près, je pense, de la même génération que Daniel Pénac, mais mon père n'a jamais été collabo, ni mon père, ni les pères que je me suis donnés, les pères que j'ai eus. Voilà. Donc je ne suis pas le fils d'une France de collabo, pas plus d'ailleurs que de stalinien. Hein. Non, mais c'était une réflexion à l'échelle européenne. Oui, bien sûr. Alors, évidemment. J'en viens à ma seconde question. Non, mais ça, c'est une remarque. Bon, ma question, c'est la suivante. Puisque justement, la littérature, ça a été dit, est ouverture au monde, puisqu'il a été question d'Europe. Moi, la question, elle s'adresse à l'auteur. Est-ce que cet immense problème d'émigration, comme ça, qui commencent et qui vont continuer vers l'Europe et la position de fermeture de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'auteur? Et peut-être, est-ce que vous avez le projet d'en dire quelque chose dans votre prochain travail, dans vos prochains livres? Voilà. Come appunto sul mio prossimo libro io non dico nulla, su questo deve essere chiaro, però posso dare un consiglio di lettura che secondo me è molto utile e quindi dire come la penso, proprio perché per me la letteratura è un atto, leggere è un atto politico e civile, perché significa occuparsi della vita degli altri, perché noi non viviamo su delle isole, ma viviamo comunque in delle comunità. Mettersi nei panni degli altri per me è il primo gesto politico a cui i cittadini sono chiamati. Se io leggo un romanzo, io divento quella donna che non ha nulla e anzi ha un bambino. E davvero, quando dico non ha nulla, sto dicendo qualcosa che noi non riusciamo a immaginare, perché vuol dire non avere una casa, non avere un pasto, non sapere dove ripararsi quando piove, un'assenza di
possibilità di sopravvivenza. Questo è qualcosa che noi non riusciamo a immaginare a meno che uno scrittore straordinariamente bravo ci fa vivere quella vita. La deriva dei continenti di Russell Banks mi ha fatto conoscere Venice, che non è un numero del telegiornale, non è una cifra, non è uno slogan, è un volto, anzi è un'anima, perché quando leggiamo un libro noi non vediamo neanche un volto, ma entriamo dentro quel volto. E io so cosa vive un migrante, perché ho letto quel romanzo, lo so in parte, ma in qualche modo lo so, e non mi interessa lo slogan di quel partito, lo slogan di quell'altro partito, perché io voglio aiutare quella persona. Io non posso permettere che quella persona muoia in mare, non lo accetto. Non si tratta di stare a pensare e ripensare. Prima io devo occuparmi di quella persona e poi mi occuperò di come gestire una società che dagli altri, per me, può ricevere, perché l'Italia è un grandissimo approdo. Io sono il frutto di migliaia di mescolamenti. Come posso avere paura di una persona? È impossibile. Ma per questo bisogna trovare le parole per ascoltare, per dialogare. E qui la differenza la fa un romanzo davvero. Per questo io sono arrabbiata, perché nessuno ci dice di leggere, anzi ci dicono che leggere, nessuno pubblicizza la lettura, ma per me quel romanzo è stato il primo vero incontro con quelle persone che adesso io ascolto, provo ad ascoltare e non mi fermo allo slogan di un partito. Bon, comme je le disais, donc je ne vais rien vous dire sur mon prochain roman, mais je vais vous donner un petit conseil de lecture. Moi, je pense que vraiment la lecture, c'est le premier acte politique et civique qu'on puisse faire. Lire un roman, c'est s'occuper de la vie des autres. C'est croire dans l'idée qu'on n'est pas une île, mais qu'on est une communauté. Et pour moi, c'est vraiment le premier geste politique. Quand je lis un roman, je deviens cette femme qui n'a rien, par exemple, et qui a un enfant. C'est quelque chose une expérience que je ne peux imaginer en lisant un roman et en me plongeant dans la peau de ce personnage. Et donc ce roman que j'ai lu qui s'appelle La dérive des continents de Russell Banks, c'est un roman, en le lisant, ça m'a vraiment fait entrer dans l'expérience vécue d'un migrant. Et pour moi, c'est bien plus important. Ça ne m'intéresse, les slogans politiques ne m'intéressent pas, les discours politiques ne m'intéressent pas. C'est vraiment par ce travail romanesque que vraiment j'ai pu découvrir cette expérience et que j'ai ressenti le besoin d'aider les personnes dans cette situation et que je ressens le fait que c'est inacceptable de laisser des gens se noyer dans la mer. Donc le roman, c'est le point de départ d'une volonté de s'occuper des autres. Et ensuite, après ça, on peut réfléchir à l'organisation politique, à comment on va gérer la société pour accueillir des gens ou à différentes questions politiques. Mais avant tout, ce qui importe, c'est de trouver les mots qui nous permettent d'écouter l'expérience des autres. Et le roman, c'est vraiment ça qui permet de faire ce travail. Et c'est pour ça aussi que je suis très en colère, parce qu'on ne nous dit pas de lire, personne ne nous dit de lire des romans, il n'y a pas de promotion là-dessus. Alors que le roman, c'est vraiment la première rencontre avec l'autre et le premier moyen d'écouter l'autre au-delà de tout slogan politique. Ah, Valentine, merci. C'est formidable parce que dans ta traduction, tu as mis la même énergie que Sylvia. Ah, c'est bien. Daniel. Voilà, c'est fini. Grazie. Merci Valentine.
sei il maestro più generoso che io abbia mai conosciuto. Sei un grande scrittore. Tu es le maître le plus généreux que j'ai jamais connu et tu es un grand écrivain, je te remercie. Plus de Friction littéraire en podcast sur olesbeaujours.fr.